Je vous présente une nouvelle émission sur les vagabonds du rêve. On va parler de Star Trek, mais assez bizarrement, pas vraiment de Star Trek en soi-même, mais dirais-je plutôt des enfants terribles de Star Trek. Alors pourquoi Star Trek? Eh ben, on verra ça de façon plus précise. Et qu'est-ce que c'est que ces enfants terribles? Alors rien à voir avec la pièce, par ailleurs assez lugubre, hein, de Cocteau. Je pense plutôt aux enfants terribles au sens des espèces d'avatars, tout ce que Star Trek a donné, qui était à la fois dans Star Trek et qui en même temps n'y était pas du tout. Alors par exemple, certains auteurs, certaines autrices ont repris la structure de Star Trek en changeant complètement les choses et pourtant en gardant une certaine forme de respect, de structure, enfin des choses issues réellement de Star Trek. Je pense aussi à toute la pratique du slash qu'on appelle aussi ship, pas du tout au sens d'un bateau bien évidemment, mais disons relationship, je parle comme une vache espagnole, mais peu importe. L'idée qu'il y a des relations sexuelles entre Kirk et Spock, enfin, vous voyez comment on a pu développer toute une fanfiction appelée Slash à partir de Star Trek. Star Trek, c'est aussi les moqueries des inconnus. C'est aussi quoi encore, bon, Becky Chambers, il y a des tas de textes, bon, l'espace d'un an de Becky Chambers. Je pense aussi à Houston, Houston, me recevez-vous de James Tiptree, qui est également fortement inspiré de Star Trek. Donc tout ça, on analysera. Et ça permettra aussi de parler d'un sujet qui apparemment est très lointain sur le sujet en question, à savoir le cosmos. En fait, que sait-on du cosmos à travers Star Trek? Quelle image du cosmos est représentée? Et dans quelle mesure cette image du cosmos n'a rien à voir avec ce qu'on appelle communément le cosmos. Donc pour le dire en deux mots, ces héros qui vont de planète en planète, ce qu'ils font, c'est du cabotage. C'est pas vraiment l'espace infini qui est livré à eux. Et j'en veux pour preuve une anecdote assez marrante qui va me servir en quelque sorte d'ouverture. C'est le capitaine Kirk lui-même, autrement dit William Shatner, hein, l'acteur encore vivant à l'heure où je parle, qui jouait le rôle de Kirk, a été invité à faire un tour dans un véritable vaisseau spatial. Vous voyez le type d'expérience qui lui a été proposée. Donc il est parti tout joyeux avec une équipe scientifique dans un vaisseau et il a été horrifié, terrorisé. Il a dit mais l'espace c'est terrible, c'est infini, qu'est-ce que c'est que ça? C'est affreux, c'est tout noir, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Autrement dit, il a été d'un seul coup confronté à ce qui s'appelle véritablement le cosmos ou l'espace. Et en fait, Star Trek, ça n'a rien à voir avec le cosmos ou l'espace. C'est une espèce de promenade de planète en planète où de surcroît, on rencontre assez souvent des personnages humanoïdes, hein. C'est plus facile, j'imagine, pour la production hein, que de tout le temps fabriquer des marionnettes inédites, en quelque sorte, qui n'aient pas de traits humains. Donc on peut penser que c'était aussi, disons, pour la série elle-même, une façon de faire, disons, bien pratique. Mais c'est vrai que ça donne un espace extrêmement familier. Les planètes sont connues, sont repérées, elles ont des caractéristiques telles que nos personnages peuvent se téléporter sur ces planètes sans aucune difficulté la plupart du temps. Et finalement, on reste sur la Terre, on reste en terrain connu. Et cette opposition extrêmement forte entre la Terre, d'une part, et le cosmos, c'est quelque chose qui va nous servir d'ouverture. Et on ira même jusqu'à imaginer à travers ça une théorie pour répondre à la phrase bien connue de Fisher, on imagine moins la fin du monde, on peut moins imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Et bien du coup, peut-être Star Trek va nous emmener jusque-là, ça paraît paradoxal à ce stade, mais il va nous emmener justement jusqu'à une sorte de perspective d'abolition de tout ce qui est le capitalisme patriarcal, pour reprendre l'heureuse formule qui fait le titre d'un des ouvrages de, non, je vais dire Suzanne Faludi, mais pas du tout, Silvia Federici. Suzanne Faludi, on en reparlera, c'est elle qui a écrit un livre intitulé Le backlash des années 80, à propos du retour de bâton contre les femmes.
Et justement, tout l'intérêt de Star Trek par rapport aux séries qui ont suivi dans les années 80, par rapport à Star Wars, etc., c'est que Star Trek bénéficie encore d'une sorte d'élan. Il y a une sorte d'élan féministe qui peut paraître extrêmement limité. Hein. On a bien vu que les personnages féminins servent à boire. Enfin, il y a beaucoup de personnages qui sont dans le care traditionnel, si je puis dire, du féminin. Mais pas seulement. On a aussi des personnages féminins qui sont lieutenants, qui ont une certaine compétence et qui sont parfois appelés pour leurs compétences. Vous vous rappelez, dans un des épisodes de Star Trek, la surprise du type des années 60, enfin de l'astronaute, du cosmonaute des années 60. Alors, par un jeu d'interférence temporelle, nos héros se retrouvent finalement dans les années 60, ou du moins ils sont en visibilité pour les personnes des années 60. Du coup, la base envoie un spécialiste, un cosmonaute, qui finalement atterrit sur le vaisseau de Kirk et Spock, enfin sur l'entreprise, et là il dit mais c'est pas possible, vous avez des femmes, il y a des femmes, et à ce moment-là Kirk dit bah oui, bien évidemment qu'il y a des femmes. Donc c'est bon pour tout ça, pour toutes ces raisons. Alors en même temps c'est quelque chose d'extrêmement terrible hein, du point de vue militariste, etc. Le Star Trek, mais Star Trek, c'est une sorte de boule de tension, si on peut dire, comment dire, qui représente à la fois les tensions, les difficultés de son époque. On voit que les femmes sont en mini-jupe, ce qui constitue une très très grande forme de libération. La mini-jupe a été inventée 4 ans avant que la série commence. Alors la série commence à être diffusée à la télévision. Elle a été conçue pour la télévision en 1966. Jusqu'en 1969. À la fin, ça tire un peu, hein, personne n'est passionné, il n'y a plus l'élan originel sur la série, l'engouement tend à disparaître, à tel point que nos deux héros principaux font beaucoup de publicité, diverses interventions, etc. Donc, la jupe, la mini-jupe, elle est inventée en 1962 par la styliste Mary Quant. Et est-ce qu'on se rend compte encore aujourd'hui à quel point ça a été une libération? Moi, je m'en suis rendu compte simplement en regardant la photo d'une certaine Marie Paradis, qui, en 1808, dans mon souvenir, a été la première femme à escalader le Mont Blanc. Et cette pauvre femme, elle porte des jupes et des jupons et des trucs jusqu'aux chevilles, et c'est bouffant, et il y en a des tonnes, et des jupes et des jupes et des jupes. Et elle est là en haut du Mont Blanc, habillée d'une façon qui semble absolument délirante et qui était pourtant, pendant très longtemps, l'ordinaire du vêtement imposé aux femmes. Alors, le vêtement, c'est extrêmement intéressant comme sujet. On va l'aborder un petit peu à travers notre rayonnement à partir de Star Trek. C'est un peu ça que je vais faire, quoi. Considérer Star Trek comme une sorte de boule d'énergie ou de tension à partir de laquelle on peut vraiment arriver à réfléchir à des tas de choses intéressantes. Alors du coup, la mini-jupe, c'est la libération des jambes. C'est quelque chose d'extraordinaire, et toutes les filles, 4 ans plus tard, elles sont en mini-jupe, sauf quelques-unes qui sont en pantalon pour des raisons d'efficacité scénaristique, mais la plupart sont en mini-jupe, ce qui est un signe fort de féminisme. Donc il y a à la fois une ambiance militaire, un désir de faire de ce vaisseau un vaisseau de découverte et de paix, un vaisseau d'amour d'autrui, enfin quelque chose de très très philanthrope. Et en réalité, on canarde allègrement tout le monde. Il arrive que nos héros attaquent, enfin, tout le monde ils attaquent carrément des soi-disant ennemis. On a cette espèce de mélange entre féminisme, de l'habillement, notamment à travers les mini-jupes, et les fonctions de certaines lieutenantes, qu'on appelle lieutenants. Bon, certaines lieutenantes qui, en réalité, effectivement, ont des véritables compétences. L'une est spécialiste d'anthropologie, l'autre est spécialiste de biologie, etc., etc. Donc, on a cette tension, on a un militarisme fort, on a une structure masculine triangulaire extrêmement forte, enfin, plutôt que triangulaire, pyramidale. Donc, le capitaine en haut, les deux pilotes en devant,
et les autres, bon, la fille, si je veux dire, Uhura, qui est sur le côté pour faire la communication, mais qui à l'occasion remplace les pilotes. Hein. Il y a un moment, le capitaine ordonne à un mec de remplacer un pilote, et le mec est à son tour requis pour autre chose, et il lui dit, venez, il dit à la fille des transmissions, donc Uhura, il lui dit, et maintenant, prenez les commandes. Et elle prend les commandes, hein, il n'y a aucune difficulté. Et il y a aussi Spock sur le côté, un peu devant, qui est tout le temps en train de regarder dans ses petits appareils scientifiques pour connaître les caractéristiques des différentes planètes. Voilà la structure de Star Trek, et voilà à partir de quoi on va essayer de réfléchir. Alors, j'ai parlé d'enfants terribles, parce que qu'est-ce que c'est les enfants terribles? Alors, je vous ai dit Cocteau, non, hein, Cocteau, c'est la pièce de Cocteau n'a rien à voir. Peut-être une sorte d'avatar, mais je pense quand même qu'on peut se référer à l'idée de père inessentiel, telle qu'elle apparaît dans ce livre-là. Alors, il s'agit de Donna Haraway, Manifeste Cyborg et autres essais, et je vais principalement parler, enfin mon discours va être en quelque sorte émaillé par des références assez constantes au texte qui s'appelle Manifeste Cyborg, Science, technologie et féminisme socialiste à la fin du XXe siècle. Texte qui date de 1983 et qui se détermine lui-même comme un rêve ironique d'une langue commune pour les femmes dans le circuit intégré. Alors, on verra en temps et heure de quoi il s'agit. Rêve ironique, hein, effectivement, c'est d'une ironie très noire qui se manifeste ici. Une langue commune pour les femmes dans le circuit intégré. Qu'est-ce que c'est que ces femmes dans le circuit intégré? Le circuit intégré, c'est à la fois effectivement une notion, disons, d'informatique, mais les femmes dans le circuit intégré, c'est intégré dans le circuit patriarcal et antiféministe dans lequel on vit. C'est pas seulement l'ordinateur, être dans le circuit intégré, c'est fonctionner à l'intérieur d'un espace qui n'est pas le nôtre en quelque sorte. C'est vraiment ça. Alors, ce texte est réputé très difficile, tout ça parce qu'il y a tout simplement un problème de traduction. Et alors, c'est amusant de voir que, par exemple, en Allemagne, ce texte est réputé limpide. Pourquoi? Parce que le traducteur, il a tout simplement traduit, au lieu d'écrire, le traduire das Cyborg, der Cyborg, il a traduit die Cyborg. Il a compris que c'était une cyborg et non pas un. C'est l'erreur qu'ont fait les traductions françaises, c'est d'avoir écrit le cyborg. Et du coup, on n'y comprend rien forcément, parce que le cyborg, on a une vague idée de ce que ça peut être, un organisme qui est à la fois organisme et en même temps qui a une composante fortement artificielle. On pense à des tas de représentations comme Robocop ou la souris du début, hein, la souris avec un dispositif qui en fait est élaboré au départ. C'est le premier cyborg, mais c'est une souris. Donc, qu'écrit Haraway à propos de ce manifeste cyborg? Bon, il y a aussi, je vous ai dit, des tas de choses intéressantes. Il y a le patriarcat de Teddy Bear, qui est un texte extrêmement intéressant. Un texte sur les savoirs situés, un texte sur tout ce qui est le plaquage de l'hétéronorme et du couple, sur les représentations, l'humain dans le paysage post-humaniste. Enfin bon, il y a des tas de choses, hein, mais je vais, disons, me concentrer sur peut-être au départ le grand problème des cyborgs. Elles sont, alors je traduis filles, hein, bien sûr, les rejetonnes illégitime du militarisme et du capitalisme patriarcal. C'est de ça dont on va parler, hein, derrière toutes les choses qu'on va voir à partir de ce texte, les réactions des autrices contre Star Trek, qui sont aussi un hommage à Star Trek, les rejetonnes illégitimes du militarisme et du capitalisme patriarcal. Et c'est bien des femmes dans le circuit intégré, hein. On voit sur le bateau, je vais dire le bateau, c'est ship, hein, il dit à un moment... on dit she pour le bateau, et à un moment, Kirk dit c'est vraiment ma maîtresse, c'est mon épouse, et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on dit she en parlant d'un vaisseau. Ça, c'est dans la première saison. Après, on fera de Kirk un personnage séducteur, couchant avec toutes les extraterrestres possibles, etc., etc. Mais au départ, il est celui qui est en quelque sorte marié à son vaisseau. Alors, rejetonne illégitime, nos filles dans le circuit intégré,
Mais les enfants illégitimes se montrent souvent excessivement infidèles à leurs origines. Leurs pères sont, après tout, inessentiels. Donc une non-essence de Star Trek qui sert de point de départ à des rejetonnes qui, à la fois nés sur ce terrain-là, le terrain de Star Trek, arrivent à se libérer complètement tout en restant liés à des choses liées à Star Trek, à ce que Star Trek a pu promouvoir et qu'on ne verra plus par la suite. Alors, c'est là-dessus que je vais finir cette espèce de premier épisode. Qu'est-ce qui se passe dans les années 80? Alors, j'ai 2 livres en référence. Suzanne Faludi, dont je parlais tout à l'heure, qui parle du backlash, et également François Cusset, qui a écrit, je crois, un livre intitulé Le cauchemar des années 80. Alors, en ce qui concerne Suzanne Faludi, c'est une Américaine, et elle a montré comment l'arrivée au pouvoir de Reagan a créé un véritable mouvement de retour de bâton contre les femmes, c'est-à-dire ça part d'une structure politique, et comment il y a une véritable régression de la puissance féministe et du pouvoir des femmes à ce moment-là, comment effectivement on leur donne une sorte de coup de bâton. Alors je ne dis pas que ça se voit forcément dans les films comme Star Wars, parce que bon, on a quand même au départ une princesse fort efficace, hein. Elle balance ses petits copains dans le vide ordure avec détermination, énergie, puissance, hein. Alors après, ça se gâte, hein, on la voit en bikini, ça a posé beaucoup de problèmes, hein, par rapport au male gaze, comme on dit, c'est-à-dire le regard, ce regard masculin qui, c'est pas seulement qui regarde au sens qui mate, c'est aussi qui détermine la structure de la personne qu'il a en face de lui. Et ça donne des mecs qui disent ah, tu devrais perdre quelques kilos, ou alors ouais, j'aime pas cette robe, enfin n'importe quoi. Chose que la femme ne se permet pas de dire dans le couple à son cher compagnon, par exemple, hein. Donc ça, c'est un exemple, hein, par rapport au male gaze. C'est vrai qu'elle s'est présentée en bikini et qu'il y a eu tout un débat autour de cette histoire. Mais bon, est-ce qu'il y a vraiment une perte de pouvoir des femmes représentées dans les films des années 80? Oui et non, mais c'est vrai quand même que le fameux backlash dont parle Cézanne Faludi est une réalité. Le deuxième texte, c'est celui de François Cusset, Le cauchemar des années 80, qui montre lui aussi comment il y a eu une régression, et encore une fois liée au regard porté sur les femmes, et il montre comment la période d'avant, on se préoccupait du vêtement, du vêtement de dessus, j'ai envie de dire, alors qu'à partir de ce moment-là, on va se préoccuper plutôt des sous-vêtements, et puis alors c'est la mode comment dire, on remonte ses yeux, on arrange son visage, la chirurgie esthétique, et énormément de publicité pour les cosmétiques, la nécessité sans doute représentée comme absolue d'utiliser des cosmétiques. Enfin, il montre à travers des tas de petits exemples comment effectivement ce backlash est une réalité et qu'il y a vraiment un retour. Et c'est vrai que peut-être c'est pour ça aussi que Star Trek présente un intérêt, c'est que globalement c'est avant cette période-là. Alors, de Star Trek, je vais parler de la série originelle, hein, celle qui a été diffusée donc à partir de 1966 jusqu'en 69. Après, il y a eu un retour en 70, on en parlera. Elle a été rediffusée et là, elle a eu un succès fou parce qu'il y a eu ce dont on va parler dans un prochain épisode, c'est-à-dire le ship, enfin le slash, l'imaginaire d'une relation sexuelle entre les deux héros principaux de l'histoire, et comment ça a créé un véritable boule de neige, disons, de création de fanfiction par rapport à ce modèle originel de Star Trek. Voilà, donc pour conclure brièvement, Star Trek comme point de départ, Star Trek comme boule de lumière qui diffuse dans toutes les directions, et modèle et en même temps père inessentiel, si j'ose dire, pour les personnes qui ont ensuite écrit des textes qui sont à la fois hommages et à la fois prises très fortes de distance.